L'été caniculaire de 1962 au Chili. Imaginez-vous assis dans une vieille salle de cinéma où défilent des images en noir et blanc de l'équipe nationale espagnole de cette époque, comme un filtre de la mémoire. C'était une Dream Team, mais une équipe au destin cruel, un rassemblement des plus grands joueurs de l'histoire du football, incapables d'atteindre la gloire suprême. Plus de 60 ans ont passé, et ces exploits sur les terrains sud-américains ne sont plus que de vagues traces du temps. Derrière la gloire et les larmes de la défaite se cachent 22 vies, 22 destins différents. Nous parcourons ensemble chaque chapitre du roman intitulé « La génération 1962 » pour découvrir que le football n'est pas qu'une question de statistiques, mais qu'il est aussi le souffle du destin. Francisco Gento est une véritable icône de vitesse et d'élégance. À 28 ans, il était au sommet de sa forme. Une terreur pour les défenses du monde entier. Doté d'une rapidité fulgurante et de centres millimétrés, Gento était bien plus qu'un simple ailier. Il incarnait l'âme du jeu sur les ailes, capable de renverser le cours d'un match d'une simple accélération. Sa performance au Chili cette année-là, même si l'équipe n'a pas brillé, témoigne du talent d'une star mondiale. Un joueur qui a porté la philosophie de jeu du Real Madrid sur la scène internationale. Après le tournoi de 1962, la carrière de Gento connut un essor fulgurant, rarement vu dans l'histoire du football. Il devint le seul joueur à ce jour à remporter 6 Coupes d'Europe. Un record qui semble indétrônable. Gento consacre 18 ans de sa jeunesse au Real Madrid, s'imposant comme une icône immortelle de fidélité. En dehors des terrains, Gento était un homme d'une extrême discrétion et d'une grande humilité. Il n'appréciait ni les projecteurs ni les fêtes fastueuses. Son bonheur résidait dans sa famille et dans sa contribution discrète au club. D'abord comme ambassadeur, puis comme président d'honneur. Il était aimé pour sa dignité, toujours prêt à guider les jeunes générations, comme Raúl et Zidane, grâce à l'expérience de celui qui avait connu tous les triomphes. L'aspect le plus frappant est le parallèle entre l'image d'un véritable ouragan sur le terrain et celle d'une âme sereine en dehors. Gento semblait déverser toute son énergie et son explosivité dans ses courses effrénées pour ensuite retrouver sa nature raffinée et discrète une fois le terrain quitté. Pourtant, ses parcours exceptionnels, qui s'est étendu sur près d'un siècle, a pris fin brutalement. Le 18 janvier 2022, Francisco Gento s'est éteint à Madrid à l'âge de 88 ans. Sa disparition laisse un immense vide dans l'histoire du football mondial, mais l'héritage de cet ouragan élégant restera à jamais gravé dans le cœur des amoureux du beau football. José Santamaría aborde la Coupe du Monde 1962 à l'âge de 32 ans. Fort d'une riche expérience acquise au sein de 2 sélections nationales, Uruguay et Espagne. Véritable rock en défense, il privilégiait l'intelligence à la force physique. Doté d'un excellent sens du placement, il se positionnait toujours au bon endroit pour neutraliser le danger. Au sein de cette équipe, il régnait en maître sur la défense, insufflant le sang-froid nécessaire face à des adversaires redoutables. Sa performance au Chili témoigna de l'expérience et du talent de l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du Real Madrid. La carrière de Santamaría continua de s'épanouir après 1962, avec de nouveaux titres de champion d'Espagne et de Coupe d'Europe. Après sa retraite de joueur, il se tourna vers l'entraînement, menant notamment l'équipe nationale espagnole à la Coupe du Monde. 1982, organisée à domicile. En dehors des terrains, Santamaría était un homme d'une grande culture, doté d'un goût raffiné et d'une profonde passion pour les arts. Il s'investissait dans la vie culturelle et sociale madrilène. Il avait une famille heureuse et était un père exemplaire qui a toujours inculqué à ses enfants des valeurs intellectuelles. Sa gestion des pressions liées à la présidence de l'équipe nationale témoignait d'un sang-froid extraordinaire et du calme inhérent à un leader défensif. Ce qui est le plus précieux, c'est le lien entre son rôle de gardien sur le terrain et sa vie privée. Santamaría a toujours été un défenseur des valeurs et de l'éthique traditionnelle du football. Sur le terrain, il est un homme calme et déterminé, tandis qu'en dehors, José Santamaría est un homme raffiné et d'une grande sincérité. Aujourd'hui, à 96 ans, il mène une vie paisible et suit régulièrement les performances du Real Madrid. Son parcours témoigne de sa sagesse et de son énergie inlassable et continue d'inspirer les jeunes défenseurs centraux du monde entier. Ferenc Puskás aborda la pelouse dans une position tout à fait particulière. À 35 ans, il n'était plus le jeune Hongrois frêle de 1954, mais un major chevronné, arborant fièrement le maillot rouge de l'Espagne.
si sa vitesse avait diminué. Son pied gauche demeurait un prodige du football, capable de frapper d'une trajectoire incroyable. Au sein de cette équipe, Puskás était un pilier spirituel, un génie capable de délivrer des passes décisives à 40 mètres. Sa performance au Chili prouva que le génie n'a pas d'âge et que la classe est intemporelle. La vie de Puskás après 1962 fut une aventure extraordinaire. Après avoir pris sa retraite du Real Madrid en 1966, il parcourut le monde comme entraîneur, de la Grèce à l'Égypte, du Paraguay à l'Australie. Partout où il allait, il emportait avec lui sa philosophie d'un football offensif et passionné, ainsi que sa grande générosité. Puskás était connu pour son extrême générosité. Il offrait sans hésiter des montres de valeur ou de l'argent à ses anciens coéquipiers dans le besoin. Sa vie privée était intimement liée à son épouse, Erzsébet, qui le soutint durant ses années d'exil tumultueuses. Il aspirait toujours à retourner dans sa Hongrie natale et, finalement, à la fin de sa vie, il fut accueilli en héros national à Budapest. L'image d'un attaquant redoutable aux frappes tonitruantes sur le terrain semble à l'opposé de celle d'un Puskás doux, aimable et quelque peu vulnérable dans la vie de tous les jours. Artiste du but, il était aussi une âme perdue loin de sa terre natale. Ce parcours tumultueux s'est achevé dans une immense tristesse. Le 17 novembre 2006, Ferenc Puskás s'est éteint à l'âge de 79 ans des suites de la maladie d'Alzheimer et d'une pneumonie. Son héritage ne se limite pas au titre de « meilleur buteur du siècle », mais témoigne également de la résilience extraordinaire d'un homme qui a surmonté les obstacles politiques pour devenir une icône mondiale. Luis Suárez était le poète du football espagnol en 1962. À 27 ans, Ballon d'Or en poche. Il incarnait à la perfection le style de jeu de l'équipe. Doté d'une vision tactique hors du commun, il était capable de déceler des failles invisibles pour les autres et de délivrer des passes longues qui transperçaient n'importe quelle défense. Sous la chaleur chilienne, il jouait comme un chef d'orchestre, calme et fier. La performance de Suárez illustrait avec brio le caractère d'un grand joueur, jamais soumis à la pression. Après son succès lors de cette Coupe du Monde, la carrière de Luis Suárez prit un tournant remarquable lorsqu'il rejoignit l'Inter Milan pour bâtir le Grand Inter aux côtés d'Elenio Herrera. Il y remporta de nombreux Scudettos et Coupes d'Europe, s'imposant comme le meilleur milieu de terrain d'Europe à cette époque. En dehors des terrains, Suárez était un homme d'une grande finesse. Cultivé et discipliné, il consacra une grande partie de son temps à l'étude de la tactique et devint, par la suite, l'un des directeurs techniques les plus respectés du football mondial. Il menait une vie de famille paisible à Milan, qu'il considérait comme sa seconde patrie. Suárez a toujours su maintenir un équilibre parfait entre la gloire des terrains et sa vie privée. Il participait à de nombreuses activités sociales tout en restant discret et sincère. Le lien entre son rôle d'architecte sur le terrain et sa vie privée était évident. Il organisait toujours sa vie avec une rigueur et une méthode quasi scientifique, à l'image d'un match de football. Loin d'être un homme à scandale, il incarnait des valeurs intellectuelles profondes et durables. Pourtant, ce parcours intellectuel a pris fin. Le 9 juillet 2023, Luis Suárez s'est éteint à Milan à l'âge de 88 ans. Sa disparition est une immense perte. Mais ses passes longues, sa marque des fabriques, resteront à jamais gravées dans les mémoires comme un modèle d'élégance dans le football. Enrique Collard aborde la Coupe du Monde 1962 à 27 ans, en tant que capitaine et âme de l'Atlético de Madrid. Ailier au style de jeu déroutant, à la technique individuelle exquise et au centre d'une efficacité redoutable, il était le moteur de l'équipe d'Espagne cette année-là. Toujours capable de créer des brèches grâce à ses dribbles spontanés, il livra une prestation remarquable au Chili, malgré les difficultés rencontrées face aux grands défenseurs adverses. Ce match témoigna une fois de plus de la fierté d'un enfant de Madrid. La carrière de Collard est restée intimement liée au succès de l'Atlético Madrid dans les années 1960, où il a formé avec Peiró le célèbre duo Collard-Peiró. Après sa retraite de joueur, il n'a pas opté pour une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers la finance et la banque, démontrant ainsi sa polyvalence et son excellente capacité d'adaptation à la vie après le football. En dehors des terrains, Collard est un homme extrêmement courtois, menant une vie raffinée et attachant une grande importance à l'amitié. Il consacre une grande partie de son temps à sa famille et aux activités de l'association des anciens joueurs, s'efforçant toujours de perpétuer les valeurs traditionnelles des rossonneries. Mari est père dévoué. Il encourage ses enfants à s'épanouir pleinement dans leur passion.
Ce qui est véritablement frappant, c'est la cohérence entre l'image d'un capitaine exemplaire sur le terrain et celle d'un citoyen modèle en dehors. Sur le parquet, il était un artiste flamboyant, tandis qu'en dehors, Enrique Collar était un homme calme, animé d'une profonde philosophie de vie. Aujourd'hui, à 91 ans, il est en pleine forme et assiste régulièrement aux festivités de l'Atlético de Madrid. Chaque pas de ses successeurs sur le terrain semble porter en lui le souffle et l'esprit de El Niño d'antan, un homme qui a consacré sa vie à enrichir l'histoire du football espagnol. Alfredo Di Stefano incarne un paradoxe douloureux. À 35 ans, la plus grande légende du Real Madrid était sélectionnée pour la Coupe du Monde au Chili, mais une terrible blessure l'empêcha de jouer une seule minute. Il était la flèche d'or, un joueur capable d'évoluer à tous les postes, de défenseur à attaquant, avec une énergie débordante et une vision du jeu visionnaire. Le voir écarté des terrains pendant que ses coéquipiers jouaient est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la Coupe du Monde. L'image de Di Stefano sur le banc cette année-là est un symbole d'impuissance face au destin. Après 1962, sa carrière au Real Madrid s'acheva progressivement, mais son prestige demeura intact. Di Stefano se tourna alors vers le coaching, menant plusieurs grandes équipes, dont Valence et le Real Madrid, à des succès retentissants. En dehors des terrains, il était un homme déterminé, franc et parfois dur. Il ne tolérait ni la paresse ni la superficialité. Pourtant, derrière cette carapace se cachait un homme profondément attaché à sa famille et aux valeurs traditionnelles. Il survécut à l'horrible enlèvement dont il fut victime au Venezuela en 1963, un événement qui bouleversa sa vision de la vie et la sécurité de sa famille. Durant ces dernières années, il fut nommé président d'honneur du Real Madrid et assistait régulièrement aux signatures des nouvelles stars, tel un symbole du passé. L'image d'un guerrier infatigable sur le terrain semblait étrangement imprégner sa vie, tant il a lutté contre l'adversité et les épreuves jusqu'à son dernier souffle. Sur le terrain, il était dominateur et puissant. On dehors, Di Stefano était un homme compatissant, profondément soucieux du sort des plus démunis. Cependant, ses parcours tumultueux prit fin. Le 7 juillet 2014, Alfredo Di Stefano s'éteignit à l'âge de 88 ans, des suites d'une crise cardiaque soudaine. Son héritage est une philosophie du football total, où le joueur doit être à la fois artiste et guerrier, un esprit qui restera à jamais gravé dans l'âme du stade qui porte son nom. Adelardo Rodríguez est l'un des plus grands espoirs du football espagnol. Grâce à son jeu polyvalent et intelligent, et à sa frappe de loin redoutable, il a inscrit un but crucial contre le Brésil, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle pour briller sur la plus grande scène mondiale. Au sein de cette équipe, Adelardo était le lien entre les lignes, jouant avec une combativité féroce et n'hésitant pas à s'engager physiquement. Sa performance au Chili a brillamment mis en lumière le potentiel d'une future légende. Après le tournoi de 1962, Adelardo a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Atlético de Madrid, consacrant 17 années au club. Il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club pendant des décennies, remportant de nombreux titres de Liga et de Coupe du Roi. En dehors des terrains, Adelardo était d'une humilité et d'un sens des responsabilités exceptionnels. Il s'est investi dans des œuvres caritatives, notamment le fonds de bienfaisance de l'Atlético de Madrid destiné aux enfants défavorisés. Il a mené une vie de famille épanouie, restant toujours à l'écart des projecteurs et cultivant l'image d'un joueur exemplaire. Après sa retraite, il a continué à œuvrer pour le club à différents titres, inspirant les jeunes générations par son amour et sa fidélité. Le lien entre son rôle de facilitateur sur le terrain et sa vie privée est frappant. Adelardo a toujours été un lien entre la communauté et les cœurs des amateurs de football. Sur le terrain, il est passionné et décisif. On dehors, Adelardo est un homme chaleureux et accessible, toujours débordant d'énergie positive. Aujourd'hui, à 86 ans, il continue d'incarner la figure emblématique et expérimentée du Wanda Metropolitano. Chacune de ses apparitions ravive chez les supporters le souvenir de l'âge d'or des Colchoneros dont il a fait partie. Carmelo Cedrón était le dernier espoir. À 31 ans, il incarnait l'esprit indomptable du peuple basque, avec des réflexes exceptionnels et une maîtrise impressionnante de la surface de réparation. Dans cette équipe, Carmelo était bien plus qu'un simple gardien de but. Il était un rempart infranchissable face aux attaques incessantes du Brésil et du Mexique. Sa performance au Chili a brillamment démontré le courage d'un véritable gardien, sauvant d'innombrables buts inévitables pour son équipe. Après le tournoi de 1962, Carmelo poursuivit son illustre carrière à l'Athletic Bilbao avant de se tourner vers l'entraînement.
Il transmet son talent et sa passion pour le football à son fils, Andoni Cedrún, qui devint plus tard un gardien de but renommé. En dehors des terrains, Carmelo était incroyablement franc, direct et toujours fidèle à ses principes. Il menait une vie simple à Durango, consacrant son temps à sa famille et à ses loisirs, comme le jardinage et l'alpinisme. Il a toujours été respecté pour son intégrité et sa passion inébranlable pour le football. Son engagement social se concentrait principalement sur le soutien à la communauté de sa ville natale, où il est considéré comme une légende vivante. Le lien entre son rôle de dernier rempart sur le terrain et sa vie privée réside dans son instinct protecteur et son sens des responsabilités envers sa famille. Sur le terrain, il était un guerrier redoutable dans les buts. On the Hoar, Carmelo Cedrún était un père et un grand-père aimant et attentionné. Aujourd'hui, à 95 ans, il mène une vie paisible et demeure une source d'inspiration pour les jeunes gardiens de San Mamés. Son parcours témoigne d'une persévérance à toute épreuve, d'une figure emblématique qui continue d'inspirer le football basque. Feliciano Rivilla, à 25 ans en 1962 au Chili, était l'un des meilleurs latéraux droits que le football espagnol ait jamais connu. Solide, discipliné et doté d'un excellent sens du placement, il était un défenseur fiable sur son flanc droit. Dans cette équipe, Rivilla n'était pas particulièrement prolifique en but, mais sa présence rassurait ses coéquipiers plus haut sur le terrain. Ses performances témoignaient de la résilience inébranlable d'un défenseur discret, qui accomplissait toujours son travail avec brio, sans rechercher la reconnaissance. Après 1962, Rivilla continua de briller avec l'Atlético Madrid et remporta notamment le championnat d'Europe 1964 avec l'équipe nationale. Après sa retraite sportive, il devint un homme d'affaires prospère et fonda l'Association espagnole des anciens joueurs, consacrant une grande partie de son temps à prendre soin de ses collègues vieillissants. En dehors des terrains, Rivilla était un homme généreux, menant discrètement des actions caritatives sans rechercher la notoriété. Il menait une vie de famille chaleureuse et accordait une grande importance à la sincérité et à la gratitude. Son équilibre entre sa carrière professionnelle intense et sa vie privée témoigne de la discipline de fer forgée sur les terrains de football. Sa carrière et sa vie furent un exemple de dévouement discret. Sur le terrain, il était un héros silencieux, et on dehors, Feliciano Rivilla était également un homme humble, toujours présent pour contribuer au succès de la communauté. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin. Le 6 novembre 2017, Feliciano Rivilla s'est éteint à l'âge de 82 ans à Madrid. Sa disparition a suscité une profonde tristesse, mais son engagement dans la création de l'Association des anciens combattants restera à jamais un précieux héritage, dont bénéficieront d'innombrables générations de joueurs à venir. À 27 ans, lors de la Coupe du Monde 1962, Luis del Sol incarnait l'énergie débordante du milieu de terrain espagnol. Les supporters italiens le surnommèrent plus tard « Set Polmoni », « Sept poumons », pour son infatigable activité sur le terrain. Dans cette équipe, Del Sol était celui qui résolvait tous les problèmes, assurant la liaison entre la défense et l'attaque avec une combativité hors du commun. Sa performance au Chili illustra à merveille le caractère d'un joueur qui se donnait corps et âme, n'ayant peur d'aucun défi. Après le tournoi de 1962, Del Sol entra dans l'histoire en devenant le premier joueur espagnol à porter le maillot de la Juventus. À Turin, il devint une légende, l'âme de la vieille dame pendant près d'une décennie. En dehors des terrains, Del Sol était un homme d'une grande simplicité et d'une grande humilité. Il abhorrait la frénésie médiatique et se concentrait toujours sur son travail et sa famille. Après sa retraite, il retourna dans son club formateur, le Real Betis, pour y exercer les fonctions d'entraîneur et de directeur technique, consacrant les dernières années de sa carrière à la ville où tout avait commencé. Il mena une vie de famille heureuse à Séville, où il était respecté comme un symbole de fidélité. Del Sol s'investissait également dans des actions sociales, notamment en soutenant la formation des jeunes footballeurs dans les quartiers défavorisés. Le lien entre son surnom sur le terrain, Sept Poumons, et sa vie réelle résidait dans sa résilience face à l'adversité. Il affrontait les aléas de la vie avec le même calme et la même détermination qu'il affichait sur le terrain. Sur le terrain, il était un guerrier qui ne reculait jamais, on the Hoar. Lui, Del Sol était un homme chaleureux et d'une grande empathie. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est achevé.
le 20 juin 2021. Luis Del Sol s'est éteint à l'âge de 86 ans à Séville. Sa disparition a profondément attristé les supporters en Espagne et en Italie, marquant la fin de la carrière de l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Joaquín Peiro était un véritable tueur dans la surface de réparation. À 26 ans, surnommé El Galgo, le chien, il possédait une vitesse explosive et un instinct de buteur hors du commun. Peiro a inscrit l'unique but de la victoire espagnole face au Mexique, offrant une lueur d'espoir dans ce tournoi. Sa performance, empreinte de courage et de détermination, témoignait de l'esprit d'un joueur toujours prêt à se sacrifier pour son pays. Il n'était pas seulement un attaquant, mais un guerrier qui n'a jamais cessé de courir jusqu'au coup de sifflet final. Après son succès au Chili, la carrière de Peiro prit un tournant décisif lorsqu'il s'installa en Italie. Il devint un joueur clé de l'Inter Milan durant son âge d'or, remportant la Ligue des Champions et de nombreux titres de Serie A. La vie de Peiro est un exemple de résilience face à l'adversité. Après sa retraite de joueur, il se reconvertit en entraîneur et connut un succès retentissant, notamment en menant Malaga vers de nouveaux sommets. En dehors des terrains, Peiro était un homme calme et humble, animé d'une foi profonde. Il savait contrebalancer la gloire des parquets en consacrant du temps à sa famille et en s'engageant dans des actions caritatives à Madrid, sa ville natale. Il conserve toujours une âme de jeune homme et une passion ardente pour le football, même à un âge avancé. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre le redoutable chasseur sur le terrain et l'homme doux et calme en dehors. Le football semblait être le lieu où il déployait toute son énergie, et une fois rentré chez lui, il était un père et un grand-père aimant. Cependant, ce parcours de résilience s'est brutalement interrompu. Le Dix-Huit mars 2020. Joaquín Peiro s'est éteint à l'âge de 84 ans après une longue maladie. Son décès, survenu alors que le monde était confronté à une pandémie, a rendu la disparition encore plus douloureuse. Son héritage, fait de buts exceptionnels et d'une personnalité exemplaire, continue d'inspirer les jeunes générations. Jean Segarra aborde la Coupe du Monde 1962 à 34 ans, le joueur le plus âgé et le plus expérimenté de la défense. Surnommé El Gran Capitán, le capitaine du FC Barcelone, il apporta sérénité et une intelligence de jeu hors pair. Au sein de l'équipe d'Espagne cette année-là, Segarra était le véritable chef d'orchestre de la défense, la voix qui influait le plus sur le maintien de la discipline. Sa prestation au Chili, malgré un déclin physique, fut encore empreinte du calme et de la sagesse d'un maître de la défense. Après sa retraite en 1964, Segarra ne quitta pas le monde du football, mais devint un entraîneur de jeunes exceptionnels au FC Barcelone, contribuant grandement à la formation des jeunes talents du club. En dehors des terrains, c'était un homme extrêmement cultivé et serein, animé d'une profonde philosophie humaniste. Il insistait toujours sur le respect de l'adversaire et l'honnêteté dans le sport. Segarra menait une vie de famille paisible, grand-père aimante. Il racontait souvent à ses petits-enfants les anecdotes des matchs enflammés d'antan. Son équilibre entre son statut de légende et une vie privée simple lui valut l'admiration de tous. Il passa ses dernières années à participer à la vie sociale locale, entouré de l'affection de ses voisins et de ses anciens supporters. L'image d'un héros silencieux menant ses coéquipiers sur le terrain, reflétait étrangement sa vie, car il fut toujours un soutien moral indéfectible pour sa famille et ses élèves. Sur le terrain, il était un homme digne et discipliné. On dehors, Joan Segarra était un homme d'une incroyable bonté et compassion. Cependant, ce parcours exemplaire prit fin. Le 3 septembre 2008, Joan Segarra s'éteignit à l'âge de 81 ans à Barcelone. Sa disparition laissa un immense vide, mais le titre de capitaine restera à jamais un symbole de dévouement et de noblesse de caractère dans l'histoire du FC Barcelone.